peut commencer par, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Toi, tu es à l'ESTACA, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter, qu'est-ce que tu as fait déjà comme bac? Tu as fait le nouveau bac ou l'ancien bac? Alors moi, je suis la première génération du nouveau bac. Donc, j'ai fait un bac général, option, maths, et physique et j'avais aussi, maths expert et option, européenne, anglaise. Voilà. Bon après j'ai eu un peu aussi le covid, qui dit première génération donc le bac de français par exemple, je l'ai pas passé donc c'était un petit peu compliqué parce que pour moi, j'avais pas la possibilité de faire des visites dans des écoles en fait en terminale à cause des restrictions et du covid. Donc voilà et puis après, bah, je suis rentrée, via la plateforme pardon, Parcoursup, à l'ESTACA, donc l'ESTACA Laval. Donc faut savoir qu'il y a plusieurs campus. Il y a ESTACA, Saint-Quentin en Yvelines, il y a ESTACA Laval et il y a aussi ESTACA Bordeaux, mais ESTACA Bordeaux, on peut y aller qu'en troisième année et un petit peu voilà quoi. Après je sais pas si tu veux que je commence par présenter un petit peu la suite, Et ben, je vois que Guillaume aussi nous a rejoint, donc on va laisser Guillaume se présenter. Attention Guillaume, je vais te ça passer à marche. l'antenne. Hop, et Guillaume nous a rejoint. Guillaume, comment vas-tu? Bah, Est-ce que super, tu et nous entends vous? bien? Ouais, On super. t'entend parfaitement bien. Nickel. Hugo, est-ce que tu nous entends toi? Parce que nous, on ne t'entend toujours pas par contre. Non. Alors, est-ce que Antoine, tu peux essayer de contacter Hugo pour l'aider? Merci beaucoup, Antoine. Alors, Guillaume, est-ce que pareil, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Clara l'a magnifiquement Ouais, fait. Et en plus, vous êtes tous les deux dans la même école, vous êtes à l'ESTACA tous les deux. Donc, ouais. je te laisse présenter ton parcours, Guillaume. Bah, Merci. du coup, moi, j'ai fait une première S, donc classique, normale. Et puis ensuite, bah, j'ai pas très bien réussi ma première, j'ai redoublé. J'ai fait je suis passé en STI 2D, option architecture et construction. Donc rien à voir avec les transports, rien à voir avec l'ingénierie, mais parce que c'est quelque chose qui me plaisait. J'ai fait ma première, ma terminale, j'ai eu mon bac, et puis j'ai intégré les STACA directement en post-bac. Et puis après, j'ai eu une première année un peu compliquée avec le Covid, pas mal de cours en distanciel, une vie étudiante qui était pas très active, etc. Et puis à partir de la deuxième année, tout est redevenu à la normale, entre guillemets. Euh, et voilà, et puis tout s'est déroulé normalement jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis en quatrième année là actuellement. Je suis en filière automobile. Donc c'était mon choix depuis le début et c'est pour ça que je suis venu à l'Estaca. Nickel. Et justement, en attendant que Hugo se reconnecte, vous êtes tous les 2 dans la même école, mais vous avez fait des filières complètement différentes, donc l'automobile et l'aéronautique. Et ça aussi, Ouais. faut aussi le dire, l'ESTACA propose des tonnes de filières. Je crois qu'il y en a 5, Ouais, non? ouais, c'est ça exactement. Il y a le ferroviaire, il y a le naval, l'aéronautique, l'automobile et l'espace. Et si, je suis lycéen, imaginons, et je suis un peu perdu, je sais pas quoi faire, on se spécialise dès la première année ou pas du tout? Non, en fait, en première année, il y a des initiations, donc c'est vraiment de la découverte. On a des cours de chaque filière, en fait. Dès la deuxième année, on peut faire un choix. C'est un choix qui est pas définitif. C'est un choix voilà, pareil, on aura des cours un peu plus approfondis pour découvrir encore plus. Et dès la troisième année, je crois que si je me trompe pas, le choix est définitif. Euh, et du coup, là, enfin, normalement, on peut ne pas changer, enfin, on peut pas changer. Et justement, comment on fait pour, rentrer à l'ESTACA? Vous êtes tous les 2 dans la même école. Est-ce que c'est sur concours? Est-ce qu'on peut rentrer après une prépa? Enfin, comment ça se passe? Ouais, bah, en fait, il y a différentes possibilités. Je pense que je laisserai Guillaume en parler, par exemple. Pour lui, on n'a pas du tout eu le même moyen de rentrer en fait à l'Estaca. En fait, il y a un concours qui s'appelle le concours Avenir, qui se passe un petit peu avant les résultats de Parcoursup, donc au mois d'avril. Donc, il y a deux sections, on peut dire. Donc, il y aura une première section de grand classé. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être grand classé et de ne pas passer le concours. Et après le concours, et les résultats bah, se font après au niveau de Parcoursup lors des résultats et on voit si on est admis ou pas. Et voilà, même pour ceux de prépa aussi, on peut intégrer. Donc là, c'est encore notre passerelle du concours à venir. Et on peut très bien, après une prépa, aller en première année, deuxième année ou troisième année. Voilà. Et je laisse Guillaume en parler pour lui son parcours. Bah, moi, c'était un peu particulier parce qu'il y avait le Covid. Donc, on devait, pareil, avoir le concours à venir, etc. Mais du coup, pas de concours, pas de rien du tout. Du coup, ça s'est fait, je pense, que sur le dossier, sur la lettre de motivation. Euh, et du coup, voilà. Pas d'entretien à passer non plus, pas de concours.
Et on a déjà des questions qui arrivent dans le chat pour tous les deux. Une question de Jean. Quelle est le meilleur et les différences entre le campus de Laval et de Saint-Quentin? Ça, c'est une Elle revient question qui revient souvent. souvent. C'est la petite Ouais. bataille qu'on a entre les deux campus. Mais après, Clara, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'à Laval, on a vraiment. Enfin, personne vient de Laval déjà. On a une ambiance qui est vraiment assez familiale, assez proche. On est beaucoup moins nombreux qu'à Saint-Quentin. On connaît vite tout le monde. Et même dans la ville, on habite tous à 5 minutes, 10 minutes à pied les uns des autres. Et je trouve que ça crée une ambiance assez famille et assez proche de tout le monde. Même si on connaît pas tout le monde, c'est assez proche. Les échos que j'ai eus de Saint-Quentin, c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Les gens, ils habitent beaucoup plus loin aussi. Euh, Ils sont beaucoup plus nombreux, donc c'est assez différent. Je pense que ceux qui viennent de Laval et ceux qui vont à Saint-Quentin et qui viennent de Laval préfèrent largement Laval. L'inverse, je sais pas du tout. Et en Ouais, je plus, vois bien. j'ai entendu dire que tu faisais quand même partie du bureau des étudiants, donc tu peux bien vendre le Ouais, côté. ouais, ouais. Comment ça se passe Ouais, la bah, vie étudiante? le BDE, c'est vrai que ça joue un rôle important pour connaître tout le monde et pour être en contact avec tout le monde. Mais la vie étudiante à Laval, c'est vrai que tout est à côté. Du coup, tout le monde peut se rendre disponible pour venir aux soirées, par exemple, ou aux événements qu'on organise. Après, c'est vrai que c'est pas la ville étudiante qui fait le plus rêver en France, mais on arrive quand même à se débrouiller, à faire des choses et avec les moyens du bord, quoi. Alors, on va essayer de raccrocher Hugo. Hugo, est-ce que tu nous entends Excusez-moi, mieux? oui, On t'entend super bien. excusez-moi pour ce Nickel. petit souci. Il n'y a pas de problème. Alors, comment tu vas déjà, Hugo? Bah écoutez, super bien, merci, merci de m'inviter ici. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement ton parcours Oui, jusqu'à que tu sois arrivé à l'ENAC, à partir du bac? Qu'est-ce que tu as fait comme bac? donc je m'appelle Hugo Lessu, je suis donc à l'École nationale de l'aviation civile. Donc moi j'ai fait un bac S. Un bac S, c'était la dernière année du bac avec les filières, les anciennes filières, on va dire. Et ensuite je suis parti en prépa, en classe préparatoire physique-chimie, donc PCSI. Et après je suis parti en PC, je me suis spécialisé dans la chimie, ce qui n'a rien à voir avec l'ENAC, mais on peut, et les passerelles existent. Donc, à l'issue de 2 ans de classe préparatoire, j'ai passé le concours CCINP, c'est les concours communs aux instituts nationaux polytechniques. Rien à voir avec Polytechnique, mais le nom est comme ça. Et à l'issue de ce concours, donc on candidate pour des écoles, on fait des vœux, un peu comme Parcoursup, mais ça s'appelle SCEI, le site. Et on intègre l'école en fonction de notre classement. Et donc, j'ai intégré l'ENAC au bout de 2 ans de prépa, dans la filière ingénieur ENAC. Donc, il y a plusieurs filières à l'ENAC. Et donc, moi, je suis en ingénieur. Donc, on le rappelle, l'ENAC, c'est l'École nationale de l'aviation civile, c'est ça? École nationale de l'aviation civile, exactement. Nickel. Et du coup, les filières, tu peux être soit ingénieur, soit élève pilote. À l'ENAC, il y a énormément de formations. C'est un regroupement de tous les professionnels de l'aérien. Donc, ça va du pilote de ligne, des concepteurs, donc qui travaillent chez Airbus, souvent des ingénieurs qui font la filière ingénieur. On a aussi toute la formation des contrôleurs aériens. Donc, tous les contrôleurs aériens qui sont en France et qui sont même dans les dom-toms viennent de l'ENAC. Donc, c'est la filière ICNA. On a aussi des techniciens supérieurs, donc qui ne sont pas ingénieurs, mais qui ont une formation qui est similaire. On a aussi une filière ingénieur fonctionnaire, donc les IESSA, qui sont plus électroniciens, donc qui font de l'électronique, qui vont faire tout ce qui est radar, antenne pour l'aviation civile. On a les flight dispatcher qui est une filière peu connue, mais qui en réalité donc, sont les gens qui établissent les plans de vol au sein des compagnies. C'est une vraie science, c'est un vrai métier, et on a une filière, enfin, l'ENAC a une filière que pour ça. Donc voilà, c'est vraiment un regroupement de professionnels et on rencontre toutes les professions en lien avec les avions. Et j'avais aussi une question justement qui va vous concerner tous les trois. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, Clara, ensemble, mais je sais que dans votre école, en tout cas à l'ESTACA, il y a beaucoup d'associations qui sont mises en place pour apprendre et pour faire des projets. Et je ne sais pas, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Je vais en même temps passer une petite vidéo pendant que vous nous parlez de tout ça, justement, où on voit tous les assos de l'ESTACA. Et après, on parlera aussi des assos qu'il y a à l'ENAC. Mais du coup, ouais, Clara
ou Guillaume, est-ce que vous pouvez parler un peu des assos, même vous, dans quels assos vous êtes? C'est aussi intéressant. Ouais, ça marche. Du coup, déjà, l'Estaca, donc en tout cas, on peut parler que de l'Estaca Laval. Il y a plusieurs associations, donc pour un peu toutes les filières, il y a majoritairement des associations automobiles. Il y a une association aéronautique et une association navale. Donc, moi, je fais partie de l'association aéronautique qui s'appelle Flying West. Et, euh, et voilà, donc notre but, c'est vraiment de transmettre la passion qu'on a de l'aéronautique aux étudiants, de faire découvrir ce qu'on peut. On organise des événements, voilà, pour essayer justement qu'ils puissent découvrir aussi. Par exemple, la dernière fois, on a été sur une base aéronavale, de la base aéronavale de Lambiway en Bretagne, où justement, les élèves ont pu voir des choses qu'on ne voit pas forcément habituellement. Et on a aussi des projets techniques, comme on appelle. Donc là, actuellement, on est sur l'étude d'un planeur. Donc c'est un ancien planeur qu'on est en train de rénover pour lui ajouter 2 moteurs électriques et le rendre durable et écologique. Voilà un petit peu. Et justement, là, je vais te poser une question du coup à toi, Guillaume. Est-ce que ces associations, c'est aux élèves de prendre des initiatives ou on vous oblige? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde doit être dans une association obligatoirement? Non, bah, tu sais qu'il y a certaines écoles où c'est le cas, mais à l'Estaca, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment sur la base du volontariat et du bon vouloir des étudiants, en fait. Et en fait, les assos sont globalement en autonomie. On n'a pas de compte à rendre ou quoi. Et c'est nous qui choisissons les projets, c'est nous qui choisissons vers quel axe on veut aller, se développer, etc. Et c'est vraiment une autonomie que je trouve super parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le tas et en dehors des cours. C'est des compétences qu'on n'apprend pas en cours. Et je trouve ça vraiment super. Et puis, comme ça permet aussi d'avoir principalement que des gens motivés au sein des associations et ça donne des projets qui ont vraiment, vraiment de grandes ambitions et avec beaucoup de chances de résultats. Et justement, toi, tu es dans quel asso Alors moi, du coup, je suis dans le BDE, donc ça, c'est une asso non technique qu'on appelle, comme ça qu'on l'appelle. Et après, je suis chez Meka, donc c'est une association qui est tournée vers le karting. Donc on a des karts de piste et un kart cross, donc c'est une sorte de mini buggy. Et après, on fait du développement, on fait de la conception, de l'exploitation. On a fait 2 courses avec le kart cross là en octobre. Et on forme aussi les étudiants, on les initie, que ce soit à la mécanique, à l'ingénierie, à la data, pour qu'ils en apprennent aussi un peu plus. Et toi, Hugo, à l'ENAC, il y a aussi des assos d'étudiants ou pas du tout? Oui, oui, je te remercie pour cette question parce que pour moi, et je pense que c'est pareil à l'Estaca, mais le côté associatif, c'est une grosse partie du cursus. C'est-à-dire qu'il y a les cours, il y a la théorie, mais il y a surtout l'engagement associatif. Alors, notre école, à l'ENAC, l'engagement associatif, il est dans le cursus, hein. On a une UE qui est d'engagement, qu'on appelle engagement citoyen, mais en réalité, donc, elle est là pour valoriser toutes ces associations. Et ce qui a fait qu'on a une richesse maintenant dans le campus ENAC. Quand je dis campus, c'est Toulouse, mais aussi tous les autres campus qu'on a en France, sur des petites associations et clubs qui sont sortis de terre et des beaux projets. On y passe tous. C'est pas forcé, c'est pas obligatoire. Il y en a qui décident de ne pas le faire, c'est dommage. Mais on est tellement soutenu par notre administration, par l'école, qu'en réalité, c'est des projets qui arrivent à plaire à tous les étudiants. L'année dernière, moi, pour vous donner un exemple, donc j'étais dans l'association Air Expo. Air Expo, qui est un meeting aérien qui est organisé à 20 minutes de Toulouse, au sud. Ça reste le 3e meeting aérien le plus grand en France. Et il est organisé par 48 étudiants. Donc, à la fois de l'ENAC, mais aussi à la fois de Super Aéro, qui est une autre école aéronautique qui est juste en face de nous. On partage la même avenue. Et donc voilà, on unit nos forces pour organiser un meeting aérien. Donc moi, j'étais en charge des avions civils, donc recrutement des avions civils. Le but, c'était de proposer au public, parce qu'on reçoit quasiment 15 000 personnes, des avions de tout âge, militaires, pas militaires, des avions de collection. Donc voilà, ça c'était assez sympa, c'était un beau projet qu'on a fait l'année dernière. Mais l'ENAC aussi investit beaucoup sur l'entrepreneuriat. On a énormément de hackathons, on mutualise certaines écoles sur certains week-ends pour grandes questions, parce que vous savez bien que l'aéronautique, en ce moment, est en plein. Il y a de grands débats autour de l'aéronautique. Il y a plein
plein de l'innovation à trouver aussi. Donc voilà. Et cette année, je suis sur le BDE. Je suis trésorier du BDE de l'ENAC, donc ça me prend pas mal de temps. C'est plus technique, mais c'est tout aussi intéressant. Et justement, en parlant de l'aéronautique, on va accueillir Olivier. Hop, Olivier, je vous passe à l'antenne. Nickel, parfait. Alors, Olivier, vous êtes commandant de bord A350, responsable de la filière cadet chez Air France et Transavia. Comment allez-vous, Olivier? Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Alors, nous, on ne vous entend pas. Voilà. Écoutez, nickel, je pense on que vous ça entend. fonctionne bien maintenant. Nickel, on vous entend bien. Comment allez-vous déjà? Très bien, très bien. J'espère que vous aussi. Merci de m'accueillir avec vous ce soir sur Impala. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours personnel? Comment vous êtes arrivé à ce métier de pilote de ligne? Alors, déjà, moi, d'origine familiale, je suis très, très éloigné de l'aéronautique. Je n'avais personne à proximité qui travaillait dans le secteur. C'est néanmoins quelque chose qui m'intéressait grandement, mais qui me paraissait un peu difficile d'accès. En plus, vous avez sans doute constaté, mais vous imaginez qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Et donc, je regardais les avions de loin et les choses ne me semblaient pas forcément tout à fait accessibles. Donc, j'ai fait des études scientifiques au niveau bac, puis attaqué post-bac. Et j'ai eu la chance de me faire emmener pour un petit tour en avion un dimanche matin par un voisin. Et là, je crois bien que ça a été une révélation. Et à l'occasion de ce vol en aéroclub, où j'ai eu l'occasion de tenir le manche, ça a été une révélation. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Par la suite, j'ai commencé à me former par moi-même et j'ai eu la chance ensuite d'accéder à l'ENAC par les admissions parallèles via le concours EPLP qui a permis de couvrir l'ensemble de la formation et ensuite accéder au métier de pilote dans différentes structures initialement pour ensuite arriver dans le transport régional, transport d'affaires et rentrer à Air France il y a déjà quelques années maintenant pour ensuite y faire une carrière que je ne regrette pas une seconde. Voilà. Effectivement, et du coup, l'ENAC, c'est une des possibilités pour faire pilote, mais justement, une autre possibilité, c'est de faire la filière cadet de Air France. Et ça, vous pouvez nous en parler ou pas? Parce que c'est quand même formidable, cette filière. Avec plaisir. C'est une filière qu'Air France a relancée en 2018. Il faut savoir qu'elle répond à des besoins. C'est une filière Air France et Transavia. On a relancé la filière en 2018 et on a ouvert le concours avec une petite pause durant 2020 et 2021 pour les raisons que vous imaginez bien. Depuis, les besoins sont importants au niveau de la compagnie. Donc, tout simplement, la filière cadet, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais c'est tout simplement une filière qui est une filière de recrutement organisée par Air France et Transavia pour permettre à des jeunes hommes et des jeunes femmes de pouvoir accéder à une formation de pilote civil de manière totalement gratuite. Donc, ce concours est ouvert aux jeunes de plus de 18 ans. Plusieurs moyens d'y accéder. Le principal, et on va dire, il faut être en deuxième année de classe préparatoire ou avoir un bac plus 2 scientifique avec 120 crédits CTS. Pour certains, également accessible avec le niveau bac, mais dans ce cas, il faut l'ATPL théorique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore tout ça, l'ATPL théorique, c'est la partie théorique de la licence de pilote de ligne. C'est un examen qui dure environ, un examen qui couvre 14 certificats qu'on passe en environ un an. Donc, une des possibilités d'accès à ce concours, c'est de passer le bac et l'ATPL théorique. Et après, pour ceux qui auront des cursus moins scientifiques, mais qui finalement se destinent à l'aviation, tout niveau master aussi permet de s'inscrire à ce concours. Ça marche. Et justement, ce concours, il garantit à la fin un contrat chez Air France ou Air France Transavia ou pas forcément? Alors, à l'occasion, une fois, alors on pourra revenir sur les différentes étapes. C'est quand même, on a chaque année, et on en est ravis, de nombreux candidats. On a une centaine de places, on va dire, pour cette filière qu'on appelle la filière cadet.
À l'occasion, une fois que le parcours de sélection est terminé, on propose aux futurs pilotes, aux pilotes cadets ou à la cadette, un contrat en CDI, qu'on appelle un contrat pro. Alors, pour ceux qui ont moins de 25 ans, c'est quand même assez sympa, puisque vous avez 80% du SMIC. Pour ceux qui ont plus de 26 ans, pardon, c'est la limite, c'est 26 ans. Pour ceux qui ont plus de 26 ans, c'est 100% du SMIC. Vous êtes logé, et puis surtout, le top, Air France et Transavia vous payent la formation complète. Et vous êtes en CDI, dès CDI, contrat sol, dès la formation. Donc, je crois qu'être déjà en CDI en étant formé et rémunéré, oui, ça, on va dire, ça sécurise bien le parcours. Après, il y a quand même quelques étapes exigeantes en cours de formation qu'il faut réussir, mais je crois que pour la grande majorité de nos jeunes, ça se passe très bien. Et justement, je vais te retourner une question. Clara, est-ce que toi, dans ta formation, donc pour être ingénieur aéronautique, est-ce qu'il y en a qui tendent vers le métier de pilote ou pas forcément dans ta formation? Oui, il y en a enfin, je sais qu'avec moi, dans ma promo, il y en a plusieurs qui veulent devenir pilote de ligne, c'est leur objectif. Je sais aussi qu'il y en a qui ont réussi, parce on a des échos un petit peu avec d'anciens de l'école. Voilà, là, je sais qu'il y a quelqu'un aussi justement de l'école, pour revenir à ce que disait Olivier, c'est que justement, il a fait les cadets d'Air France. Il vient d'être pris cette année, il a fait les STACA, il a été ingénieur, il a travaillé chez Dassault Aviation. Et là, il vient de rentrer dans la filière justement des cadets d'Air France Transavia. Donc, tout est possible, mais bon, il y a aussi des places limitées, donc faut y aller à fond, comme on dit. Oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'étudiants dans notre filière qui viennent de l'ESTACA, de l'ENAC. Donc, je salue tous les étudiants de ces écoles et de toutes les autres aussi. Les filières écoles de commerce aussi, de la même manière que les prépas écoles de commerce permettent d'accéder au concours. Et est-ce que justement, vous ne conseillez quand même pas aux élèves de terminale de passer par une école d'ingénieur aéronautique pour avoir un plus gros bagage avant de faire le concours, ou pas forcément? Alors, c'est un excellent bagage, évidemment, et qui est de qualité. On parle déjà, là, pour ceux qui sont présents, de deux écoles de renom et de qualité. Donc, bien sûr, c'est une très bonne école. Je pense que là où c'est intéressant, c'est dans l'histoire que vous racontez, en sélection, en entretien. Je pense que quand on est en école d'ingénieur avec une orientation aéronautique, je pense qu'il est plus facile de se présenter de manière extrêmement positive et argumenter le fait qu'on est motivé par ce métier et par le fait de rentrer chez Air France et Transavia. Mais bon, après, de manière générale, toutes les écoles d'ingénieurs permettent au moins d'acquérir les compétences et on va dire les capacités cognitives qui, derrière, nous permettront de garantir une formation théorique déjà qui se passera de manière nominale. Donc oui, c'est très intéressant. Je pense que ça permet d'avoir un parcours cohérent, mais ce n'est pas le seul. Et on étudie chaque parcours de manière individuelle. Ça marche. Merci beaucoup pour la réponse. Et justement, si on ouvre un peu sur l'école l'ESTACA, toi, Guillaume, tu es dans la filière automobile. Ouais. Et comment ça se passe très concrètement, la découverte de l'entreprise, dans l'ESTACA en général, mais est-ce que vous avez des stages obligatoires? Est-ce que la possibilité de faire en alternance? Enfin, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Ouais, alors on a donc première année, deuxième année, on a chaque année minimum un mois de stage à faire. Donc c'est stage qu'on appelle ouvrier ou découverte de l'entreprise. Donc moi typiquement je l'ai faite en première année dans un garage Porsche et en deuxième année dans une écurie de rallye. La troisième année il n'y a rien d'obligatoire, donc on fait ce qu'on veut entre guillemets. Sachant qu'on doit valider quand même 8 semaines d'étranger durant la formation. Donc j'ai beaucoup de copains qui ont fait des workaway ou des stages à l'étranger ou des travails à l'étranger. Et puis après, quatrième année, c'est un stage de 4 mois. Et cinquième année, un stage de fin d'études, donc 6 mois. Et la cinquième année, c'est possible de la faire en alternance. Donc je crois que c'est 3 semaines de cours et 1 semaine en entreprise. Et il y a aussi la possibilité, ça c'est ce que je vais faire, de faire une césure, donc entre la quatrième et la cinquième année. Et une césure où tu peux partir faire des stages? Ouais, il y a plusieurs types de césures. Il y a les césures conventionnelles, donc là ça va être
stage, CDD. Et puis, séjour non conventionné, ça va être un projet humanitaire, une formation dans une autre école, de l'intérim, ça peut être n'importe quoi. Et j'ai une question aussi pour tous les cas plus globalement. C'est quand même, on parle quand même de métiers où les langues sont très très importantes. Enfin, l'anglais est même primordial, non? Je sais pas qui veut Complètement. répondre. Peut-être toi, Complètement. toi Hugo. L'anglais dans les Bah, cours, comment ça se passe? Vous avez beaucoup de cours d'anglais? Je dirais pas qu'on a beaucoup de cours d'anglais, on a beaucoup de cours en anglais en fait. Parce qu'en fait, tout langage technique nécessite l'anglais maintenant dans l'aéronautique et même il y a certains systèmes qui n'ont pas d'équivalent en français. Et donc tous nos cours sont en anglais, et donc il est essentiel de maîtriser la langue. Et vous, pareil, je vous retourne la question, Olivier, mais vous qui êtes sur le terrain, enfin, quand on est pilote de ligne, on parle qu'en anglais, non? Ou comment ça se passe? Alors, il y a l'anglais à la radio. Alors, à Air France, chez Air France et Transavia, on utilise le français en équipage. Mais c'est un critère important dans l'accessibilité à la sélection, puisqu'il faut déjà avoir un 850 minimum au TOEIC, et il y a des épreuves d'anglais ensuite. En plus, de notre point de vue, c'est un moyen extrêmement simple de qualifier sa motivation, parce que finalement, quand on est motivé et qu'on sait que la langue est importante, pour être bon en langue, il suffit de travailler, quoi. Et je sais que par exemple à l'ENAC, pour le recrutement pilote, l'anglais aussi est déterminant pour déterminer le classement. Alors, ce qui est un peu différent pour chez nous, mais oui, c'est important, hein, et derrière, c'est primordial. Et vous deux, à l'Estaca, Clara et Guillaume, est-ce que l'anglais pour les admissions, est-ce qu'on vous a demandé un niveau d'anglais qu'il fallait avoir au lycée ou pas forcément? Au lycée, non, pas forcément. On a des tests en fait pour après être dispatché par niveau dans des groupes de langue. Mais après, pour valider à la fin de la 5e année, on doit passer un TOEIC et en fonction des années, les exigences sont pas les mêmes. Rien qu'entre Guillaume et moi, on n'a qu'un an de différence entre les années. Mais on n'a pas le même niveau exigé au TOEIC. Moi, je dois avoir 825 sur les 990. Et je sais que c'est amené à évoluer, en tout cas pour les années à venir, d'où le fait que c'est important, il ne faut pas négliger l'anglais, quoi. Et pareil pour toi, Guillaume, en fonction des filières, vous avez quand même le même niveau de TOEIC à valider à la fin, c'est ça? Ouais, c'est pour n'importe quelle filière, c'est le même niveau. C'est comme l'a dit Clara, en fonction des années que ça va changer. Nickel. Parfait. Hop, on a parlé des associations, ça c'est vraiment vraiment bien. Et de la vie étudiante. Est-ce que toi tu peux nous parler, Hugo, un peu de la vie étudiante, vu que tu fais aussi partie du BDE à l'ENAC? Comment ça se passe quand on est étudiant à l'ENAC? Est-ce que il y a beaucoup d'entraide entre les étudiants? Pareil, ça c'est une question qui revient souvent dans les écoles d'ingé ou même à l'ENAC. Est-ce qu'il n'y a pas de la compétition des fois entre les étudiants? Alors non, à l'ENAC, pas du tout. Alors, pas du tout. Un petit peu sur certaines filières, je ne vous cache pas que la filière EPL est une filière certes de l'ENAC, mais elle est ouverte à tout le monde. À l'ENAC, on pourrait remplir, rien qu'avec la population d'étudiants de l'ENAC, les classes d'EPL, puisqu'on a une bonne partie qui veut être pilote. Donc une compétition, c'est pas la même qu'en prépa. Sur cette filière, oui, elle est un peu compétitive parce qu'il y a peu de place. Mais sur le reste, non, puisque en réalité, le diplôme d'ingénieur, c'est des UE à valider. Donc c'est une validation personnelle. Il n'y a jamais de classement, à part pour les stages à l'étranger, mais en réalité, il n'y a jamais de classement. Donc non, il y a une très bonne ambiance, il y a une entraide. On n'est jamais seul. Moi, je dirais, c'est une petite famille, l'ENAC. Puis encore une fois, on a des gens de tout horizon, on a des gens qui travaillent dans des aéroports, on a des très jeunes, des gens qui sortent en post-bac, il y a des filières qui sont post-bac, enfin, une filière, la prépa ATPL. Des gens qui arrivent et qui ont 30 ans, donc ça aussi c'est la richesse de l'ENAC, c'est que vraiment c'est une entraide collective entre plein de professionnels de tout âge. Et ça, Olivier, on le retrouve quand on est pilote, cette entraide. Est-ce que c'est bien de se sentir accompagné et aidé par ses collègues? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucune compétition. À la fois, lorsque les élèves pilotes sont en formation, ou même une fois qu'ils sont en compagnie, au contraire, l'équipage, que ce soit l'officier pilote ou le commandant de bord, c'est un travail d'équipe et c'est fondamental pour des objectifs de sécurité des vols. Durant la formation, évidemment, non plus. Aucune compétition, puisque notre objectif, même
en toute franchise, une fois qu'on a sélectionné les candidats, la sélection fonctionne bien. Notre objectif, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour que la personne, le jeune cadet ou la jeune cadette, réussisse la formation. Hein. Alors évidemment, il y a des objectifs exigeants avec des étapes qu'il faut réussir. Mais derrière, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment mettre en place l'encadrement pédagogique avec nos différents partenaires, hein, parce qu'on n'a pas d'école Air France pour les cadets. On a des partenaires qui sont l'ENAC, évidemment, et Airbus Flight Academy Angoulême. Donc vraiment, notre objectif, c'est de les mettre en bonnes conditions. Et l'esprit de promo, l'esprit de corps, l'esprit de solidarité entre binômes, on le met en avant et c'est fondamental. Hein. C'est comme un équipage, hein, on laisse personne de côté, quelle que soit la difficulté ou l'événement qui pourrait avoir lieu, que ce soit en vol ou en escale. Et donc voilà, on les incite vraiment à cet esprit d'entraide et à avancer ensemble, et c'est fondamental. Et toi, Clara, est-ce que tu vois aussi à l'Estaca cet esprit d'entraide? Enfin, pareil, je pense que l'Estaca, c'est quand même une famille, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec les associations. Oui, ouais, non, totalement. Il y a zéro compétition entre nous. Enfin, la plupart, on est arrivé en post-bac, donc voilà, il n'y a pas de stress du concours, puisqu'une fois qu'on est dans l'école, il faut passer l'année, il faut valider. Mais une fois validé, voilà, il n'y a pas de quota, même on peut choisir la filière qu'on veut à la fin de la deuxième année. Donc quand il y a le choix, il n'y a vraiment pas de place, entre guillemets, attitrée en fonction du niveau. C'est vraiment, on a le choix. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est assez sympa, même avec tous les événements, donc que ce soit avec le BDE ou que ce soit avec les associations, ça permet à tous de se connaître et donc d'avoir une bonne ambiance de promo. Et puis, comme disait Guillaume aussi, le campus de Laval n'est pas non plus très très grand, donc on est quand même sur des promos qui permettent qu'on se connaisse tous, et même entre les différentes années, à force, on voit tous qui est, enfin de vue en tout cas, on se connaît à peu près tous, quoi. Et j'avais une question aussi plus globalement pour tous les quatre. Est-ce que dorénavant, peut-être à l'école en tout cas, est-ce que vous parlez un peu plus de la notion de l'environnement? Parce que je sais que c'est quand même une notion, en tout cas en aéronautique, pareil en automobile, qu'on parle de plus en plus. Je pense qu'à l'école, vous apprenez à peu près ça. Guillaume, vous avez des cours sur l'environnement ou pas du tout? Bah, on a de plus en plus on a des cours de développement durable. Je sais que moi, je ne l'ai pas eu, mais les premières années, quand ils arrivent, ils ont des sensibilisations sur le développement durable, l'écologie, etc. Et de plus en plus, par exemple, en automobile, on a des cours sur les énergies renouvelables, que ce soit l'électrique ou l'hydrogène. Et même dans les associations, on est de plus en plus amené à travailler avec des énergies plus innovantes. C'est quelque chose qui va de soi et qui, si on veut innover, qui est naturel. Et même entre nous, c'est un débat qu'on a entre les étudiants. Ouais. Et pareil, à l'ENAC, on parle aussi d'environnement? Complètement. L'école forme en fonction des besoins. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans n'importe quelle que ce soit des compagnies ou des constructeurs qui travaillent avec l'aéronautique, sont confrontés à rendre l'aviation propre. Et donc l'ENAC, en partenariat avec ces entreprises, nous forme justement pour répondre aux besoins de ces sociétés. Donc aujourd'hui, le cursus, il est pleinement orienté environnement, écologie, innovation, que ce soit dans les opérations, parce que l'ENAC, on va dire qu'il y a la partie conception. Alors là, je fais une grande généralité, mais il y a une partie conception, mais il y a aussi une partie opération. Tout ce qui est gestion aéroportuaire est très, très enseigné à l'ENAC, et beaucoup d'étudiants vont dans cette voie-là. Mais donc, que ce soit dans les opérations ou dans la conception, l'environnement est toujours au cœur de nos cours. Et puis, on a des conseils des études chaque année qui remettent à jour les cours. On a eu cette année une rentrée climat qui a duré plus d'une semaine, où on a justement, en plus, on s'est mixé avec d'autres promotions. On était avec des pilotes, des contrôleurs aériens pour repenser l'aviation de demain, surtout pour une école qui porte vraiment aéronautique. Donc, l'ENAC est pleinement engagé là-dedans, et tous nos cours sont maintenant orientés écologie. Et une des autres questions aussi,
Ça va être aussi, il y a pas mal de stéréotypes qui peuvent circuler sur les écoles d'ingé, sur tout ça. Faut le rappeler, c'est quand même des métiers qui sont réservés aussi aux femmes, hein, et pas que aux hommes. Et ça, justement, Clara, on va en parler juste après. Mais pareil, Olivier, on en avait parlé ensemble. Ça, Air France est très mobilisé sur ces questions-là. Alors tout à fait. Je reviendrai après, si tu me le permets, sur la question environnementale et la transition de l'industrie. Bon, clairement, oui, concernant la féminisation du métier, alors de tous les métiers de l'aéronautique, hein, parce que certains, on retrouve classiquement beaucoup de femmes, mais Air France recrute des mécaniciens, on a des besoins importants de mécaniciens, d'ingénieurs aéronautiques, d'hôtesses, de stewards, de techniciens, d'agents d'escale et de pilotes. Donc la féminisation, elle se pose dans tous les métiers où on est encore à la moitié du chemin. Et le métier de pilote, forcément, est concerné. Donc on est très engagé au niveau de l'entreprise à féminiser la filière cadette. Alors, les résultats ne sont pas encore au niveau de nos attentes, mais on y travaille. Je dois vous avouer que tout simplement, une des grandes difficultés qu'on a, c'est un manque de candidates. Hein, donc, mesdames, si vous vous posez la question de est-ce que c'est un métier de femme, sachez que nous, on en est convaincus, et celles qui vous ont précédé peuvent témoigner. Et une fois qu'on a un pourcentage de candidates au concours, elles réussissent aussi bien que les garçons, et de la même manière encore en formation. Et derrière, j'ai des amis pilotes femmes, et il n'y en a aucune qui regrette ce choix-là, et elles sont heureuses et elles s'épanouissent dans leur métier. Donc voilà, mesdames, si vous y pensez, ne vous bridez pas, n'hésitez pas, je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà. Merci beaucoup, on va revenir juste après sur l'environnement, mais juste avant, Clara, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de tout ça? Est-ce que c'était une de tes peurs aussi, peut-être, avant d'entrer à l'ESTACA? Un petit peu, forcément, hein, comme on l'a dit, c'est des stéréotypes. On sait qu'il y a très peu de filles. On nous donne les pourcentages avant de rentrer. On sait qu'ils sont faibles, même s'ils augmentent d'année en année. Mais honnêtement, pour l'avoir vécu, voilà, j'étais au lycée, j'étais plus dans un groupe composé quasiment que de filles. J'arrive, je sais que je vais avoir un groupe quasiment composé que de garçons. Et honnêtement, il n'y a pas eu de soucis. On trouve aussi, il y a aussi des filles, hein, on est quand même plusieurs, on est de plus en plus. Donc voilà, on se fait aussi de très bonnes copines par la même occasion. Et puis comme on n'est pas beaucoup, on se connaît à peu près toutes aussi. Donc ça crée un petit truc où on est toutes un petit peu copines. Et puis voilà, même les garçons, ça se passe très bien, on n'est pas mises de côté. Voilà, j'ai rien à dire concernant l'intégration, en tout cas, ça se passe très bien. Voilà, groupe d'amis, pour les 3,5 quarts, si on peut dire, de garçons, et ça se passe très bien. Donc voilà, faut pas avoir d'inquiétude entre guillemets là-dessus. Les filles sont aussi bien intégrées que les garçons, en tout cas pour ma part. Parfait. Et justement, pour revenir, on va revenir sur le sujet de l'environnement. C'est un sujet qui est crucial chez Air France Transavia, hein, c'est ça? Alors pour nous, pour faire ça, vous savez, on dit dans les entreprises, le comité, le COMEX, comité exécutif, les grands patrons, les Henry Guy, Ben Smith, ils travaillent sur les plans stratégiques au niveau de l'entreprise, et ils déterminent pour 2024 une feuille de route avec 5 actions, par exemple, extrêmement fortes. Réussir notre transition et des actions stratégiques mises en avant en 2024, tout comme 2023. Air France et Transavia ont vraiment, de mon point de vue, pris de virage. Hein. On peut en témoigner sur la diminution des coûts carbone unitaires par passager transporté. Des chiffres simples, hein. Il y a 17% du fuel, du biofuel ou du sustainable air fuel, comme on appelle le carburant durable, qui a été acheté par Air France à l'échelle mondiale. C'est considérable. On a un renouvellement, tu l'as dit tout à l'heure, je suis sur Airbus A350. Il y en a un, on renouvelle notre flotte de manière massive, parce que la 350, par rapport à la génération d'avant, c'est juste 20-25% de consommation unitaire par passager transporté. De la même manière que on voit l'Airbus 220 remplace les A318 et A319 avec des gains considérables. Vous l'avez peut-être vu chez Transavia la semaine dernière, le premier vol de l'A320 Neo qui remplacera les Boeing 737 avec les mêmes gains. Donc vous voyez, c'est vraiment
c'est pas des paroles en l'air, hein, c'est pas du green marketing. Il y a des actions réelles. Là, le renouvellement de la flotte en est en grande partie, contribue en grande partie. Les biofuels, on travaille là-dessus d'arrache-pied. On a plein d'autres actions où les pilotes et l'ensemble de l'entreprise sont mobilisés. On a une trajectoire qui est validée avec une diminution de 30%. Il y a un petit bruit de fond, là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui bricole. Avec 30% de gains unitaires en 2030. Et on a fait valider cette trajectoire par des structures scientifiques autonomes. Hein. La trajectoire est validée, ce qu'on appelle ça SBT, Science Based Target. Alors voilà, notre objectif à 2030, il est ambitieux, il est validé sur le plan scientifique, et puis on est déjà en train de travailler d'arrache-pied à 2050, et on compte bien sur tous les jeunes ingénieurs qui sont sur les bancs de l'université et de leurs écoles pour travailler à ce qu'il y aura à mettre en place d'ici 2050. Moi, j'y crois beaucoup, et tout le secteur y croit, et Air France Transavia, on y croit très fort. Merci pour cette réponse très construite. Et j'avais une petite question pour toi, Guillaume, aussi. C'est quand tu as eu le déclic, mais moi, je vais être ingénieur automobile, je veux aller dans l'automobile. C'est quand tu étais au collège, au lycée? Enfin, ça s'est passé comment, ce déclic? J'ai toujours aimé les voitures en général, depuis vraiment tout petit. Et à un moment dans ma vie, je voulais faire architecte. Donc vraiment rien à voir. Et j'étais vraiment passionné d'architecture. J'adorais ça. Et je dirais fin troisième, début seconde, ça a changé. Je saurais pas dire pourquoi, mais je voulais vraiment travailler dans l'automobile. Donc de base, c'était plutôt l'automobile de tourisme qu'on connaît, les voitures de tous les jours. Et au fil des années, et même en arrivant à l'Estaca, ça a été plus le sport automobile. Ça marche. Je le rappelle, hein, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser à nos intervenants directement via le chat. On vous répondra. Et j'avais aussi une petite question à tous les quatre. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pour ce live qui vous a marqué, alors que ce soit pendant vos études, pendant votre métier, vous, Olivier, une anecdote qui vous a profondément marqué? Je ne sais pas qui veut commencer. C'est une question assez dure, je le reconnais. Tu nous prends de court, hein. Clara, est-ce que tu as une petite idée? Ça peut être un projet qui t'a vraiment plu. Récemment, en tout cas, je peux vous parler d'un événement qui s'est passé hier soir. Donc voilà, à l'école, on a organisé un événement avec plus de 80 étudiants avec notre association. Donc, c'était un burger quiz revisité. Donc en lien avec l'aéro, on avait des équipes composées à la fois d'étudiants, à la fois de professeurs qui sont venus jouer le jeu aussi. Et à la fin, on a fait une grande raclette dans l'école. Donc plutôt sympa comme événement. Et il y avait pas mal de monde aussi. Donc pour la gestion, l'organisation, voilà, mais on a passé un très bon moment. Et ça fait aussi partie de ces moments-là à l'école. Voilà. Exactement. C'est vrai que les moments étudiants, faut pas les oublier. Et toi, Hugo, tu as une anecdote à nous raconter que ça... Anecdote ou bon moment, je pense que j'ai un moment qui m'a particulièrement marqué l'année dernière. Donc, comme je disais, dans l'association Air Expo, ça serait à la fin, à la toute fin du meeting où on a fait une photo avec la patrouille de France, les remerciements pour l'organisation. Je pense que c'est là où j'ai pris conscience de la chance et les moyens que nos écoles nous donnent en fait pour réaliser des projets comme ça. Je pense que ça a été un moment qui va me marquer longtemps. Et vous, dans votre carrière de pilote, Olivier, est-ce qu'il y a un moment qui marque plus qu'un autre? Alors moi, j'en ai trois. Alors j'en ai un à titre personnel comme pilote. Enfin, j'en ai deux. Ça a été les deux moments qui m'ont vraiment marqué. C'est mon premier vol en solo sur Avion École. Je pense que franchement, il y a beaucoup de pilotes qui en parleront. Je pense que c'est un moment fort. C'est la première fois que aussi, quand je suis passé officier pilote sur Boeing 777 il y a quelques années, j'ai fait le tour de l'avion pour la première fois à la visite pré-vol où j'ai mesuré la taille de l'avion et tout ce que ça représente en intelligence humaine
et en merveille technologique. J'ai trouvé ça incroyable qu'on soit capable, que les ingénieurs de hier et d'aujourd'hui et vous de demain ont réussi à fabriquer un truc pareil. Je trouve ça m'avait profondément ému. Et même encore aujourd'hui, quand je fais le tour de l'avion, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau qu'on est. C'est vraiment des machines incroyables. Franchement, c'est vraiment ouais, extraordinaire. Après, l'an dernier, j'ai trouvé ça émouvant, les 90 ans de ma compagnie. Je suis très attaché à l'histoire aéronautique. C'est vraiment une histoire humaine, hein. C'est une chaîne humaine qui se transmet, où des valeurs, des compétences se transmettent de génération en génération. C'est un travail très intergénérationnel, hein, puisqu'il y a un commandant, un copilote. Bah, c'est un peu plus un jeune ou plus ou moins jeune et un vieux plus ou moins vieux, et on travaille ensemble, et il y a beaucoup de transmission, et j'ai trouvé ça sympa, ce moment un peu de célébration qui marquait les 90 ans d'histoire. C'est pas tous les jours. Et après il y a des moments toujours très émouvants, c'est quand je me retrouve avec des jeunes en vol en compagnie. Là, j'attends avec impatience les premiers cadets 2018 qui arriveront sur le long courrier. Et donc ça, c'est pour 2024, oui, tout à fait, où les premiers cadets 2018 arriveront sur A350. Et je pense que ce sera un sacré moment pour eux et comme pour moi de nous retrouver aussi rapidement ensemble en équipage vers je ne sais quelle destination. Donc voilà, plusieurs petits points, plusieurs focus. En tout cas. Tout au long de la carrière, en plus, c'est très, très Voilà, beau. exactement. Et toi, Guillaume, un moment qui t'a plus marqué qu'un autre? Moi, je vais dire, c'est chaque événement qu'on organise, que ce soit avec le BDE ou MECA, donc l'association dont je fais partie, c'est de voir le BDE quand on staff, c'est de voir comment les gens sont, enfin de donner du sourire aux gens. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et lors des événements, on avait organisé par exemple une course de cartes, en carte de location, ouverte à tous les étudiants. Et c'est de voir les remerciements des gens à la fin qui prennent le temps de venir nous voir, et puis voir qu'ils ont adoré quelque chose qu'on organise, et de sentir aussi la passion qui est présente chez eux. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Et on a une petite question dans le chat. Hop, je vous la mets ici. C'est Jean qui nous demande: que pensez-vous du diplôme du BIA? Je crois que c'est le brevet d'initiation aéronautique, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je trouve ça. Je ne pense que du bien du BIA. Évidemment, c'est le brevet d'initiation aéronautique, et ça n'est pas que pour être pilote, hein. Justement, c'est un super moyen de découvrir l'aéronautique au sens large, et pourquoi pas derrière se destiner à des métiers d'ingénieur, de contrôleur aérien, de technicien, d'agent d'opération, d'hôtesse, de steward. C'est un super outil qui est un diplôme de l'éducation nationale. Ça, c'est important, il faut le dire, hein. C'est sérieux, mais c'est très intéressant, et c'est un diplôme que vous pouvez passer à partir de la 3e, en partenariat avec, dans certains de vos collèges et vos lycées. Derrière, vous passez un examen qui valide l'obtention du brevet d'initiation aéronautique. Et franchement, je trouve ça, c'est très intéressant. En plus, ça change un peu. Vous apprenez plein de choses sur l'aérodynamique, l'histoire de l'aviation, la météo, comment marche un moteur. Donc, dès le collège, pour le lycée. Alors, les collégiens, parfois, c'est un peu dur en 3e, mais bon, accrochez-vous ou attendez éventuellement vos premières années de lycée. Mais c'est un super programme dont des milliers d'étudiants, d'élèves des collèges et des lycées que passent chaque année, hein. C'est vraiment donc. Et c'est gratuit, donc c'est super. Mais ça, du coup, ça se fait que soit au collège, soit au lycée. Après, c'est plus possible de le faire? Alors après, il y a des différentes structures, hein, qui proposent en partenariat. C'est un diplôme de l'éducation nationale qu'on peut passer à tout âge, hein. Donc, mais bon, c'est souvent au sein des collèges, en partenariat avec les aéroclubs ou les clubs de vol à voile, hein, qui sont partenaires des établissements scolaires. Et après, il y a quelques associations proches de l'Aéroclub de France ou l'association AAA, les fédérations qui proposent des diplômes à distance. Et justement, est-ce que d'avoir ce diplôme, ça va aider à rentrer au concours de cadet, ou
est-ce que vous regardez ça quand même? Alors, c'est intéressant parce que le concours cadet, on n'en a pas parlé, il y a plusieurs étapes. Hein. On va dire il y a 3 étapes. Alors, la première, on appelle ça les Psy 0. C'est un test en ligne. On a une centaine de places, environ 2500 candidats, donc on ne va pas demander à 2500 personnes de se déplacer. Ce serait compliqué, ce serait coûteux pour eux. Je tiens à préciser que le concours cadet est payant, mais il est gratuit pour les boursiers, hein, rappelez-vous-en, et que dans les prérequis, il faut avoir une aptitude médicale classe 2, qui est la classe, l'aptitude médicale pour les pilotes d'aéroclub. Ce qui est après les Psy 0, donc qui sont des tests en ligne. Qui testent les capacités cognitives, la représentation spatiale, la compréhension, l'anglais, la culture générale. Et le BIA vous prépare déjà très très bien à la partie culture générale aéronautique de cette épreuve. On retient environ 700 candidats et candidates. Après ça, il y a ce qu'on appelle les Psy 1, qui poursuivent un peu, qui affinent un peu les tests concernant les tests cognitifs, la représentation spatiale, et qui prolongent un peu les Psy 0, qui affinent aussi tout ce qui est tests psychomoteurs. Les tests psychomoteurs, c'est, on va dire, le travail de coordination, l'habilité des mains. On aboutit aux Psy 2. Et les Psy 2, là, par le coup, c'est des entretiens en présentiel, comme les Psy 1, contrairement aux Psy 0, où on est en groupe et en entretien individuel. Alors en groupe, il y a plein de petites épreuves où on voit comment vous travaillez en équipe, est-ce que vous avez du leadership, mais en même temps, est-ce que vous vous intégrez bien au sein d'un groupe. On continue à affiner la vision de vos capacités cognitives, hein, comment ça fonctionne dans le cerveau. Et après, il y a un entretien individuel devant un pilote qui est en charge de la sélection et une psychologue. Et là, c'est très important. La motivation, l'évaluation de la motivation, c'est un critère extrêmement important pour nous. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un engagement fort de l'entreprise de payer par les formations. Donc, on veut des gens motivés par le métier. On veut des gens motivés par la compagnie aérienne, par le fait de rentrer à Air France ou Transavia. C'est un moteur extrêmement puissant pour passer les différents moments difficiles qu'on aura en cours de formation. Et derrière, forcément, quelqu'un qui a déjà passé le BIA, ça donne un peu de cohérence au discours. Hein. Moi, je me mets à la place d'un candidat, quand le candidat nous dit « moi, je suis motivé par l'aviation, regardez, j'ai passé le BIA, je me suis intéressé aussi par des écoles d'ingénieurs, je suis en école d'ingénieur, aéronautique entre autres, et tout ça, ça raconte une histoire qui nous permet de valider le fait que la personne soit motivée par le métier et les exemples qu'elle nous donne. Merci beaucoup pour cette réponse. Et on arrive bientôt déjà à la fin de cette heure. C'était hyper intéressant, c'est passé super vite. J'avais une dernière question à vous poser tous les 4. Est-ce que vous avez, j'aime bien terminer par cette question, un mot de fin à faire passer aux lycéens, aux collégiens et même à toutes les personnes qui nous regardent? Ça peut être sur l'automobile, sur l'aéronautique, sur la passion en général. Est-ce que Guillaume, tu veux commencer? Est-ce que tu as un mot de fin à faire passer à ceux qui te regardent ce soir? Ouais, moi, ce que je dirais, c'est si on sait pas quoi faire, même si on sait quoi faire, c'est d'essayer de découvrir, d'approfondir soit sa passion, soit de découvrir des choses, parce qu'il y a des choses, quelquefois, on pense pas qu'on aime les faire, et en les faisant, on adore, et au contraire, des choses qu'on pense adorer, et en les faisant, on se rend compte que c'est pas si comme on l'imaginait, ou c'est pas ce qui était prévu. Donc c'est d'essayer le maximum de choses, je pense, et de découvrir aussi le maximum de choses. Et pour toi, Hugo, pareil, un mot de fin à faire passer, pareil sur la découverte, il faut. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer? Moi, comme mot de fin, je dirais, faut y croire. Quand on a une passion, je pense qu'on est beaucoup à avoir une passion, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique. Pour parler de l'aéronautique, faut y croire, même si des fois on pense que ça va être compliqué d'intégrer une école ou d'obtenir un concours. Faut y croire, il faut y aller, il faut travailler. Surtout que c'est quand même un secteur qui est en pleine transition. Il y a besoin de monde, il y a besoin d'innovation, il y a énormément de choses à faire.
Je pense que c'est vraiment un secteur d'avenir. En tout cas, il y a beaucoup de travail à mener là-dedans. Donc moi, je dirais à tous les lycéens, collégiens, j'étais à votre place, engagez-vous et bossez avec le travail, ça fonctionne. Ça finira toujours par passer. La motivation, c'est le principal. Et vous, Olivier, pareil, un métier de passionné quand même, le métier de pilote, faut pas l'oublier. Métier de passionné, mais je crois que l'aéronautique au sens large, de manière générale, c'est un métier de passionné. Moi, je le vois au quotidien quand j'échange avec des mécaniciens chez nous, les hôtesses et stewards. Tout le monde est passionné par son métier et amoureux de l'entreprise. Hein. Franchement, il y a un attachement fort pour nous à Air France et Transavia. Moi, ce que je veux dire aux jeunes qui nous écoutent ce soir, c'est merci de vous être donné la peine de participer à cette émission. J'espère qu'on vous aura donné quelques éléments de réponse. De manière générale, je pense qu'il est important, plutôt que de rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Et il n'y a pas de beau métier qui ne soit pas parfois un peu difficile. Et il faut se donner les moyens de les réussir. Donc, travaillez bien à l'école. Passer un peu moins de temps sur les écrans, travailler l'anglais, regarder des émissions aéronautiques éventuellement, et parce que derrière aujourd'hui vous vous préparez très vite. Très souvent on me dit mais qu'est-ce qu'il faut pour que je réussisse l'examen, le concours, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer le concours? Et moi je pense que quand on veut réussir le concours, on se prépare très tôt à un métier. Alors des fois c'est difficile de savoir lequel, mais finalement, en étant impliqué, rigoureux, en travaillant sérieusement, en étant honnête par rapport à son niveau de performance et en faisant un peu d'effort pour progresser, on se prépare de manière très ouverte à un ensemble de métiers. Et derrière, vous ouvrirez plein de portes. Vous ne savez pas encore lesquelles ce seront nécessairement, mais vous donnerez les moyens de faire un métier passionnant que vous découvrirez peut-être plus tard, que certains ont découvert ce soir. Et mesdames, mesdemoiselles, on se rend compte que souvent, vous accédez au métier, aux formations de pilote, je dirais, en deuxième intention. Vous y pensez, puis finalement, vous n'osez pas en disant « Ah, je ne suis pas sûr que ce soit pour moi ». Et puis finalement, il faut que vous passiez par le métier de contrôleuse aérien, d'ingénieur aéronautique, que vous rapprochiez des métiers de l'aéronautique pour vous dire, en fait, si j'ai côtoyé des élèves pilotes, c'est aussi pour moi. Donc, osez aussi accéder à ce métier-là en première intention, vous ne le regretterez pas. Voilà. Et justement, Clara, je termine avec toi pour ce mot de fin. Est-ce que tu rejoins Olivier sur toutes ces questions-là? Oui, je rejoins tout le monde, tout ce que tout le monde a dit. C'est voilà, tenter, essayer, voilà, forcément travailler aussi. Voilà, tenter tout ce que vous pouvez. Si vous êtes passionné, il faut vraiment essayer. Et puis voilà, c'est pas grave aussi si des fois ça ne correspond pas, ou voilà, faut aussi le dire, c'est qu'on peut changer de voie, et voilà, faut pas hésiter, et pour ne pas regretter en fait après. Et puis voilà, et ne pas hésiter non plus à poser des questions, voilà, lors par exemple de live comme celui-ci, ou même lors des portes ouvertes. Et voilà, maintenant on a la chance de pouvoir avoir tous ces moyens-là, donc faut les utiliser au maximum. Merci beaucoup Clara, merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup, Hugo, merci Guillaume, merci Clara, bonne continuation dans les études et bonne continuation dans vos projets professionnels, Olivier. Merci encore. Merci, à bientôt sur nos vols, comme on dit.